On reste à Bamako. Nous sommes en ligne avec Bassirou Ben Doumbia, analyste politique. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, comment expliquer ce coup de force à peine 9 mois après le coup d'État militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta? Alors, bonsoir France 24, bonsoir à tous les téléspectateurs. Déjà, quand vous dites que comment expliquer ce coup d'État 9 mois après le départ de Ibrahim Boubacar Keïta, moi, je voudrais juste vous rappeler que nous vivons présentement en plein fouet les conséquences du fameux saut dans l'inconnu que les observateurs avaient annoncé lors des événements du 5 juin jusqu'au 18 août 2020 qui ont abouti à l'éviction de Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République. C'est naturel, c'est évident, parce que tout simplement, le Mali est en quête de repères, le Mali est jusque-là en train de chercher à se sortir de l'ornière. Donc, il est évident que des tergiversations, des contestations se fassent sentir, parce que tout simplement, nous sommes parfois dans la lutte politique, mais nous sommes également dans la lutte pour le partage du pouvoir. Alors selon vous, quels sont les scénarios les plus probables? Je parlais tout à l'heure de coup de force, vous avez parlé de coup d'État. Est-ce qu'on peut envisager que cette histoire se termine de nouveau en coup d'État? Je parle de coup d'État concernant le 18 août 2020. En ce qui concerne les événements de cet après-midi, jusque-là, tous les Bamakois sont dans l'incertitude parce qu'il n'y a aucune information officielle émanant des autorités militaires ou encore des autorités politiques concernant cet événement. De toutes les manières, tout le monde est prêt. Les gens ont reçu l'information comme telle et nous la vivons. Mais ce qu'il faut déjà souligner, c'est qu'il y a des signes précurseurs qui étaient visibles. Si on parle des observations, quand vous allez constater que lors de la démission du Premier ministre et qui a été reconduit par le président de la transition, on a constaté effectivement que l'armée, selon les informations qui ont fuité, l'armée n'a pas été consultée, ou du moins la junte n'a pas été consultée lors de la démission, ni encore lors de la reconduction du Premier ministre. Et aujourd'hui, lors de la mise en place du gouvernement, on a constaté également que deux figures emblématiques des événements du 18 août 2020, notamment le général Sadio Kamara et le colonel Koné, n'ont pas figuré. Alors, ce qui laisse entendre vraiment que les rumeurs qui ont coulé une semaine plus tôt étaient plus ou moins fondées. Et l'autre explication qu'on peut donner, c'est que le président de la transition, en la personne de M. Bandao, fonde la légitimité de son pouvoir sur les militaires. Parce qu'il faut le dire, ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Donc, quelque part, ce acte-là, le fait de ne pas les consulter, le fait de ne pas requérir leurs avis, le fait de retirer certains poids lourds de la junte au sein de l'appareil gouvernemental peut paraître comme une sorte de trahison vis-à-vis des militaires, ce qui peut être également un comportement un peu fâcheux. Alors la CEDEAO avait insisté pour qu'un Premier ministre civil soit nommé. Est-ce que les militaires au pouvoir au Mali sont prêts à se plier aux conditions de la CEDEAO? Ben, je pense que les militaires du 18 août à aujourd'hui, c'est un premier ministre civil qui était au pouvoir. M. Mokhtar Wan est diplomate de carrière, donc il est civil pleinement. Et il a gouverné pendant 9 mois. Donc je ne pense pas que ce point-là soit inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui. Le Mali n'a pas besoin d'un militaire à la primature. Le Mali a besoin d'un technocrate, d'un rassembleur, de quelqu'un qui peut converger et créer une sorte de synergie autour de ce grand corps malade qui est le Mali. Il ne faut pas l'ignorer. Nous sommes dans un pays qui aujourd'hui vit une crise de gouvernance. Son territoire est contrôlé, les 2 tiers de son territoire sont contrôlés par des mouvements djihadistes. Le Front social est en ébullition depuis une semaine avec la prorogation de la grève de l'UNTM, ce qui fragilise l'économie nationale, ce qui fragilise la relation de confiance entre l'employeur qui est l'État et les employés qui sont les travailleurs. Alors ce nouveau coup de force peut-il avoir des conséquences sur la situation sécuritaire déjà très préoccupante dans le pays? Nécessairement, aujourd'hui, il faut pas occulter du fait que le Mali vit une situation de crise de sécurité exceptionnelle et qui aujourd'hui est assistée par l'ensemble de la communauté internationale pour l'aider à se relever, pour l'aider à combattre le djihadisme. Et si pendant ce moment, ceux qui étaient censés incarner la défense nationale rentrent dans des querelles de pouvoir, il y a une
il est fort probable que l'on s'interroge sur l'efficacité et l'opérationnalité de l'action militaire sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Parce qu'il faut le dire, tant que la sommité le pouvoir central de décision au niveau de l'armée n'est pas stabilisé, au front, il ne peut rien avoir de concret parce que les troupes seront démoralisées. C'est ça aussi l'une des inconvénients de cette crise-là qu'il faut coûte que coûte résoudre de manière urgente. Alors comment pourrait s'organiser cette fois l'opposition au Mali? Elle s'est beaucoup mobilisée lors du coup d'État d'août dernier. Va-t-elle de nouveau faire entendre sa voix aujourd'hui? C'est la question à laquelle chacun de nous est confronté. Aujourd'hui, on a une opposition et une société civile qui, en principe, devaient incarner la force du changement. Mais vous conviendrez avec moi que depuis un certain moment, le M5 avait posé certaines conditions. Le M5, d'ailleurs, je vous rappelle, qui est aujourd'hui la force vive de l'opposition malienne, avait posé certaines revendications, certaines conditions avant son entrée au gouvernement. Probablement ou apparemment, ces revendications n'ont pas été prises en compte par les autorités de la transition, d'où on a constaté l'absence du M5 au sein de ce gouvernement. Alors, le M5 va-t-il sortir pour mener le combat républicain sans tenir compte des tendances partisanes, pour ramener la stabilité et demander aux militaires de retourner dans les casernes? C'est la question à laquelle chacun de nous est confronté aujourd'hui. Alors, y aura-t-il une élection début 2022, comme annoncé par l'organe de transition, dans ce contexte politique très instable? L'élection peut être une solution de sortie de crise rapide. Pour vous, au préalable que les jalons de l'organisation d'une élection soient mis en place. Aujourd'hui, vous avez un territoire que vous ne contrôlez pas à 66%. Je ne sais pas sur quel territoire vous allez organiser ces élections. À partir de Bamako, après Ségou, qui est à 200 km de Bamako, 30 km après la ville de Ségou, les populations ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations. Alors, quand on demande à ces populations d'aller exercer leur droit au suffrage dans un environnement rempli de djihadistes qui, du point de vue idéologique, ne prônent que l'islam et l'État théocratique, je me demande si réellement ces élections pourront être crédibles. Mais toujours est-il que, pour que nous puissions parvenir à des élections crédibles d'ici les 9 prochains mois, comme ça a été planifié, il faut que l'ensemble des forces vives de la nation, y compris les militaires, puissent s'asseoir pour discuter entre Maliens, pour qu'ensemble nous puissions prendre des solutions qui puissent nous permettre de sortir de crise, qui puissent nous permettre de nous comprendre d'abord entre Maliens, pour que la communauté internationale nous vienne en aide. Alors justement, qu'attendez-vous de la communauté internationale? C'est ma dernière question. Je suis souverainiste, je suis désolé de vous le dire, je ne sais pas si je dois m'en réjouir, mais je pense que la crise malienne doit être résolue d'abord par les Maliens. Et ensuite, il nous appartient de demander à la communauté internationale de nous accompagner. Et je pense que c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que même la mission multidimensionnelle des Nations Unies est présente au Mali. Elle ne peut pas décider à la place des Maliens. Nous ne sommes pas sous colonie des Nations Unies ou sous colonie d'une quelconque puissance. Nous sommes un État indépendant, nous sommes un État souverain. Il appartient à nos élites, il appartient à nos politiques, à nos religieux, à notre société civile de se concerter pour qu'ensemble, des solutions efficaces et pertinentes puissent être sorties d'un consensus et demander en ce moment l'accompagnement de la communauté internationale. Dans cet imbroglio, je ne suis pas sûr que la communauté internationale peut faire grand-chose parce que du dedans, ça ne va pas. Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup Bassirou Ben Doumbia, analyste politique. Merci pour votre décryptage. L'investiture de Patrice Talon, le président béninois réélu pour un deuxième mandat le 11 avril dernier, a prêté serment ce dimanche à Porto Novo, la capitale politique. Il avait gagné la présidentielle dès le premier tour avec un peu plus de 86% des voix. Voilà, et puis je vous rappelle la principale information de ce journal, alors qu'un nouveau gouvernement a été annoncé en fin d'après-midi, un gouvernement toujours dominé par les militaires qui ont obtenu les portefeuilles clés. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane et le président Bandao ont été conduits au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako. Le Mali est de nouveau dans une situation de crise. Nous suivrons bien évidemment l'évolution de la situation dans le pays dans nos éditions. Restez avec nous, c'est la fin du Journal de l'Afrique. L'info continue sur France 24.